Est-ce que vous vous êtes récemment demandé ce qu'était devenu 6ix9ine? Perso, ça fait des années qu'on n'a pas entendu une nouvelle musique de ce mec dans nos oreilles. Et pourtant, son nom est revenu sur le devant de la scène il y a quelques mois. Et tu t'en doutes, pas forcément pour les bonnes raisons. Si 6ix9ine a su rebondir maintes et maintes fois sur ses innombrables bad buzz, on a bien l'impression que cette fois-ci, il est bien dans la merde. Aujourd'hui, 6ix9ine, c'est des dizaines de millions de dollars de dettes, plein de galères de tous les côtés, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il les a bien cherchés. Ici Traco et Fram, et aujourd'hui on revient ensemble sur la chute de l'un des phénomènes les plus controversés de notre génération. Pour comprendre comment 6ix9ine est passé de superstar à mec endetté à hauteur de 20 millions de dollars, il faut revenir au tout début de son succès. Pour ça, je propose qu'on fasse un petit voyage dans le temps et on s'arrête en 2017. On est en plein boom de la génération SoundCloud. J'ai l'impression on en parle dans toutes nos vidéos, mais pour ceux qui savent toujours pas, c'est des rappeurs qui ont besoin de rien ni personne pour publier des morceaux sur internet. Une des caractéristiques de ces rappeurs, c'est leur image, à la fois leur physique, mais aussi leur image sur les réseaux sociaux. En gros, c'est à qui fera les choses les plus folles pour buzzer. En 2017, c'est Lil Pump qui est le roi du buzz. Il a 17 ans et enchaîne les conneries sur Instagram pour faire parler de lui. Et en regardant tout ce qui se passe dans l'industrie, c'est pas compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour percer. Il faut créer du buzz et ça de n'importe quelle manière. Et ça, il y en a un qui l'a très bien compris. Bon voilà, Lil Pump il était bien mignon à faire ses petites bêtises sur les réseaux, mais il va se faire détrôner par un nouveau phénomène qui va pousser tous les curseurs du buzz au maximum. 6ix9ine. Et comme la plupart des auditeurs de rap, c'est avec le son Gummo sorti en 2017 que nous on a découvert 6ix9ine. Des cheveux multicolores, tout comme ses grills, des dizaines et des dizaines de 69 tatoués sur le corps. Il s'associe directement au Bloods de New York, il crie fort. Comment est-ce que ce mec n'aurait-il pas pu percer sérieusement? Après avoir été mis en lumière avec Gummo, 6ix9ine va prendre ses meilleures chaussures de course à pied et va enchaîner avec un run qui marquera les années 2017 et 2018. En l'espace de 3 mois, il sort des clips qui cumulent tous plusieurs centaines de millions de vues, en gardant toujours le même ADN. Bon, on te l'accorde, tous les noms de ces morceaux sont bien chelous, carrément on dirait que c'est un enfant de 8 ans qui l'aiguille pour trouver ses inspi, mais au moins ça ajoute de l'originalité. Tu sais que s'il y a un morceau qui s'appelle Doui ou Booba, bah c'est certainement un morceau de 6ix9ine. Nous on attend toujours le son caca. Bref, avec tous ces hits en quelques semaines, 6ix9ine devient un phénomène mondial avec une notoriété énorme sur les réseaux sociaux. Et ouais, parce que s'il buzz sur YouTube, bah c'est la même sur Instagram. Ce mec est un malade. Il est vraiment prêt à tout pour chercher de l'attention. Tu dois certainement le savoir, mais le clash fait partie de lui. Il n'a peur de rien et tout le monde veut voir ce mec en train de faire ça. Et si on reste dans la musique, le coup de 6ix9ine fonctionne. Il est une star, tous ses morceaux deviennent viraux. Par conséquent, ça lui permet d'annoncer la signature d'un énorme deal évalué à plus de 7,5 millions de dollars. En 3 mois, il est passé d'un inconnu à une superstar millionnaire. En connaissant un peu le personnage aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément le mec qui va faire les meilleurs investissements. Tu donnes autant à un mec qui a jamais rien eu et qui en plus de ça est totalement irresponsable, tu sais que le gars il va tout lâcher, il va tout claquer. Il se met alors à exhiber des liasses gigantesques, faire des dons énormes à des personnes dans le besoin, il s'achète des bijoux qui valent des millions et les montre sur les réseaux. En gros, il devient ultra riche et il veut que tout le monde le sache. Mais bon, tant que la musique ça paye, en vrai, il peut se permettre, c'est son argent, c'est pas le seul à faire ça. En 2018, il publie la mixtape Day 69. Elle contient les hits qui lui ont permis de percer comme Gummo ou Kuda et de nouveaux morceaux qui continuent d'exposer encore un peu plus la nouvelle star du rap US. D'ailleurs, le morceau Gali, on le trouve assez important dans sa carrière parce que contrairement aux morceaux qui l'ont fait percer, il n'est pas agressif et chante sur l'instrumental qui elle aussi change de d'habitude avec quelque chose de plus mélodieux. Même pour le clip, c'est pas les rues de New York comme d'habitude mais sous le soleil dans une piscine entourée de femmes. En gros, ce morceau introduit légèrement 6ix9ine dans un nouveau genre qu'il exploitera bien dans le futur, le latino.
La mixtape atteint la 4ème place du Billboard 200, une grande victoire pour 6ix9ine. Mais le run est loin d'être terminé pour lui. Il drop le single Fefe en collaboration avec Nicki Minaj et Murda Beats. Le morceau atteint la 3ème place du Billboard Hot 100. Fefe fait alors office de premier single pour son premier album studio, Dummy Boy. Le projet permet à 6ix9ine de finir 2018 en beauté. Sorti le 23 novembre, il se hisse directement à la 2ème place du Billboard 200 la semaine de sa sortie, derrière Astroworld de Travis Scott. Ce premier album studio est encore un immense succès. Il fait platine et contient d'énormes hits. Il a mélangé latino et son traditionnel rap agressif pour donner des morceaux comme Bébé ou Tati. Un an après la sortie de ce projet, donc un an après sa première vraie exposition, 6ix9ine aurait généré au total dans les 10 millions de dollars, si ce n'est beaucoup plus. Il roule sur l'or, tout va bien pour lui, du moins dans la musique. Et oui, parce que sur le plan personnel, 2018 a été terrible pour le rappeur, notamment avec une histoire vraiment dégueulasse. En août 2018, la nouvelle tombe. Tekashi 6ix9ine pourrait être condamné à une peine de prison pour exploitation sexuelle d'un enfant, ainsi qu'à de nouvelles accusations d'agression. Les faits remontent à 2015 quand 6ix9ine avait plaidé coupable pour détournement de mineur dans le cadre d'un acte sexuel. Une fille de 13 ans avait été vue dans une vidéo en train d'avoir un rapport oral alors que le rappeur se tenait derrière elle. Il n'avait alors que 18 ans. Il affirme ne pas avoir eu de relation avec elle et ne pas avoir su qu'elle était mineure au moment des faits. On rappelle juste qu'elle avait 13 ans. À l'époque, il avait signé un plea deal lui permettant de ne pas être reconnu comme délinquant aux yeux de la loi. Le deal était le suivant, simplement ne pas commettre d'autres infractions pendant les 2 ans qui suivent. Mais s'il ne respectait pas cet accord, il risquait jusqu'à 3 ans de prison. Tu le vois venir, hein, ça n'a pas manqué. Début 2018, il est arrêté à 2 reprises. Une fois pour avoir étouffé un jeune de 16 ans dans un centre commercial de Houston, et une autre fois en mai 2018 où il a été arrêté pour conduite sans permis et agression d'un officier de police. Bon, tu l'auras compris, il a donc enfreint les conditions de son deal de 2015 en se faisant arrêter pour de nouveaux chefs d'accusation. En plus de ça, il lui est aussi reproché d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir une culture de la violence et glorifier l'activité des gangs. Mais malgré toutes ces histoires, il s'en sort assez bien. Il sera juste condamné à 4 ans de probation à partir d'octobre 2018. Sauf que c'est en novembre 2018 que tout bascule pour de vrai. 6ix9ine est arrêté par le FBI avec plusieurs membres du gang 9 Trey Bloods auquel il est affilié. Les accusations portées contre lui sont conspiration pour commettre du racket, usage d'armes à feu, violence liée aux activités du gang. Ces charges risquent de lui valoir 47 ans de prison. En gros, il aurait pu sortir de là à 70 ans dans le pire des cas. Sauf que lui, c'est pas trop dans ses projets de croupir en prison jusqu'à ses 70 piges. En plus de ça, il est désormais riche, c'est une superstar, donc pour éviter cette énorme peine, 6ix9ine accepte de collaborer avec les autorités et de témoigner contre les membres de son gang. En échange de ces informations, le gouvernement fédéral retire plusieurs accusations et il obtient une réduction de peine énorme. Par exemple, pendant le procès, 6ix9ine avoue avoir ordonné plusieurs actes de violence, comme avoir engagé un associé pour tirer sur Chief Keef à Manhattan en 2018. Il dit aussi être un membre impliqué dans les activités du 9 Trey Gangster. D'une possible peine de 47 ans, il ne passera qu'à peine 2 ans derrière les barreaux. Libéré plus tôt que prévu en 2020 grâce à sa collaboration avec les autorités, 6ix9ine a perdu toute sa street crédibilité. Certes, il a échappé à une énorme peine, mais son choix de snitch sur ses anciens associés, ça lui a coûté très cher en termes d'image. Quand on parle de 6ix9ine, on pense directement à une balance. C'est hyper attaché à lui. En fait, quand on dit le mot snitch, directement on pense à 6ix9ine. Le rappeur sort de cette histoire avec une image ruinée dans le paysage rap et des sommes monumentales dépensées lors des procès. Mais bon, il faut pas oublier qu'on a affaire au mec qui cherche le plus le buzz sur internet. C'est le roi de l'exercice. À sa sortie de prison, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Je pense même qu'on peut dire que le rappeur est plus populaire après sa sortie de prison qu'avant. Je sais pas si tu te souviens, mais ça disait ouais, il va se faire fumer dès qu'il sort. Il y en a qui disaient qu'il allait arrêter la musique. Enfin bref, tout le monde y allait de sa petite théorie. Sauf que penser que 6ix9ine n'allait pas profiter de cette énorme exposition dès sa sortie, bah c'était mal le connaître. Dès sa libération, le rappeur va battre 2 records et ça le même jour. Il annonce un live Instagram. Et la hype autour de l'event est folle. On se demandait tous ce qu'il allait dire ou même faire durant ce live. Est-ce qu'il allait s'excuser ou alors assumer ou tout simplement faire l'aveugle? Et on a eu la réponse avec un 6ix9ine qui s'explique et donne les raisons de ses actes devant une influence record pour un live Instagram atteignant les 2 millions de spectateurs. So-called is loyalty and everything and no snitching and all of that. But where was the loyalty when you was sleeping with my baby mother? Where was the loyalty when you was caught on the wiretap trying to kill me? Where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Where was the loyalty when you was stealing millions of dollars from me? Where was that? So who broke it first? Be loyal to that's fucking my baby moms? Be loyal to that kidnapped me, beat the shit out of me on video and everything? I'm supposed to be loyal to that?
Et il est pas bête, hein, il profite de cette énorme hype pour sortir un premier single après cette libération. Le morceau Gooba est publié sur YouTube et bat le record de vues en 24 heures pour un clip de rap avec 45 millions de visionnages. À l'heure où on vous parle, on est même à presque 900 millions de vues. En gros, il a parfaitement géré son après-snitch. Carrément, il en joue en se transformant littéralement en rat dans le clip. Et le rat dans la culture US, c'est une balance, une snitch. Il signe alors un deal à 10 millions de dollars et dira même sur Instagram « Je suis sorti de prison 20 millions de dollars plus riche ». Et là, bah ça repart, hein. Il reprend son lifestyle, il se met à acheter des multiples voitures de luxe pour plusieurs millions, des bijoux, etc. Et il monte toujours tout sur Insta. Il donne même des dizaines de milliers de dollars à des randoms dans la rue. Un mois après ça, il sort le clip du morceau Trolls en feat avec Nicki Minaj. Et encore une fois, il fait 45 millions de vues en 24 heures et il atteint la première place du Billboard Hot 100. Mais tu vas le voir, c'était bien la toute dernière fois que 6ix9ine a eu droit à un aussi gros succès. Après avoir fait un retour fracassant avec les morceaux Gooba et Trolls, 6ix9ine envoie un nouveau projet en septembre 2020 nommé Tattletales. Et au vu de l'engouement qu'a réussi à créer 6ix9ine rien qu'avec ces deux morceaux, le succès du projet est quasiment certain. Mais ça ne sera pas le cas. L'album atteint la 4e place du Billboard, mais c'est en grande partie grâce à ces deux singles. Et pareil pour les ventes, c'est 55 000 copies vendues en première semaine, c'est son plus bas score depuis le début de sa carrière. Bon après tu peux te dire que 55 000 ventes c'est déjà très bien, et forcément on te répondra que oui c'est très bien, mais comparé aux prédictions qui avaient été données pour ce projet, c'est terrible. Avant la sortie du projet et par rapport à la hype des singles, les analystes prévoyaient environ 150 000 ventes en première semaine, avec sûrement la première place du Billboard. C'est là que tu comprends pourquoi Tattletales est considéré comme un énorme flop. Divisé par 3 les prédictions, ça fait mal. Et pour se défendre de ces scores assez surprenants, le rappeur accuse les plateformes de streaming et les radios de le boycotter en mettant pas en avant la sortie de son projet. Album just dropped yesterday. I'm looking at all these DSPs. They completely shutting us out like if we didn't drop an album. This is the main page. And shout out to these artists. This don't really got nothing to do with y'all. This is new music. Let me see it on your phone. What is this, Spotify? This Apple? Apple Music. This Spotify? We not on there? We're not on any of it. So they acting like we didn't drop not a single thing. Au final, 3 morceaux viennent sauver un peu le projet avec des clips qui atteignent plus de 100 millions de vues. Punani, Yaya et Tutu. Et ce qui est surprenant comparé à d'autres rappeurs, c'est que les clips de ces morceaux ont beaucoup plus de vues que les streams. Genre le morceau Tutu a 160 millions de vues sur YouTube et seulement 25 millions sur Spotify. Ça témoigne aussi de l'attachement à l'image du rappeur. Tu regardes plus un 6ix9ine que tu ne l'écoutes en quelque sorte. Bref, ce flop va encore plus enfoncer 6ix9ine dans sa perte de crédibilité et surtout la majorité du public va passer à autre chose. Voilà, on voulait voir comment il allait réagir à sa sortie de prison, ça y est, on a vu. En plus de ça, on n'est plus dans la période où les rappeurs doivent faire les cons pour percer, donc en gros le public rap n'a plus trop d'intérêt à écouter 6ix9ine. Et ça il l'a bien compris et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est vraiment tourné à fond vers le latino. Bref, après ce flop, 6ix9ine commence à traîner avec un YouTuber du nom de Steve Will Do It. On vous prévient tout de suite, ça sert à rien d'aller chercher sa chaîne YouTube puisqu'il s'est fait bannir. Si tu veux savoir globalement ce que proposait ce mec, c'est surtout des défis. Par exemple, il a bu 1,5 litre de Jack Daniel en quelques secondes, ou 3 bouteilles de vin en quelques secondes, il a fumé un blunt dans un amphithéâtre. Bref, je pense que tu captes quel genre de mec est Steve. Si tu te demandes pourquoi il s'est fait bannir de YouTube, c'est parce que sans faire exprès, il a mis le lien d'un casino en ligne sur une de ses vidéos. Voilà, c'est même pas à cause de ses défis. Enfin, officiellement en tout cas. Bref, 6ix9ine et Steve se sont rencontrés en 2021 grâce à un ami en commun. Steve était fan de 6ix9ine et il était prêt à tout pour devenir son pote. Et c'est pas étonnant puisque lui aussi est en quête de buzz. Par exemple, le youtubeur lui a offert une boîte remplie de 250 000 $ en liquide pour leur première rencontre. I remember going to his house the first time and I came with a shoebox. $250,000 cash. Plus tard, il lui offrira même une Richard Mille d'une valeur de 400 000 $. Les deux ont donc créé un lien. Mais tu te doutes que du côté de 6ix9ine, ce lien est surtout motivé par l'argent et ce que Steve peut lui apporter. Comme le rap, c'est plus trop ça. Pour offrir d'aussi gros cadeaux à des mecs que tu connais pas tellement, Steve avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Tout ce cash venait de ses vidéos, du casino en ligne et de son affiliation à des casinos en ligne comme la plateforme Stake qui lui a d'ailleurs valu son ban. Si en 2021 les deux étaient potes et entretenaient de bonnes relations, c'est en 2022 que les problèmes vont commencer. 6ix9ine a piégé Steve dans un bif qu'il entretenait avec Lil Durk. Faut savoir que Lil Durk et 6ix9ine n'ont jamais vraiment été en très bons termes. Et ça, c'est principalement lié à la mort de l'un des meilleurs potes de Durk, King Von. En gros, 6ix9ine s'est moqué de Lil Durk pour ne jamais avoir tenté de défendre l'honneur de King Von, à part en ayant simplement porté un t-shirt à son effigie alors que King Von avait dit dans un son que s'il mourait, tous ses frérots allaient buter ses ops, etc. Mais Durk n'aurait rien fait, donc 6ix9ine joue là-dessus. Bon, en 2025, Lil Durk risque de passer de longues années en prison pour avoir commandité un meurtre pour venger King Von, donc 6ix9ine disait de la merde. Mais à l'époque, on le savait pas. Mais si on revient à Steve, lui il a toujours fait en sorte de rester à distance de cette embrouille. Mais 6ix9ine va l'obliger à s'y greffer, et ça de la pire des manières. C'est là qu'on invoque un nouveau protagoniste dans l'embrouille,
Perkyo. Perkyo, tu l'as peut-être déjà vu, c'est un sosie de Lil Durk. Donc tu commences peut-être à voir le truc venir, 6ix9ine va utiliser Perkyo pour faire du buzz autour de Lil Durk. Il va alors organiser une fausse rencontre avec Lil Durk, donc avec Perkyo, son sosie, en le forçant à porter une veste avec une photo de King Von dans le dos. Il va alors se moquer ironiquement de Lil Durk qui porte encore une fois une veste à l'effigie de King Von. Mais suite à cet événement, Perkyo va se faire salement harceler. Il décide de faire un live Instagram pour tout expliquer en disant que c'était Steve qui avait tout organisé. Du coup les gens vont tous se mettre sur Steve en pensant que c'était lui le mec qui avait tout organisé. Mais Steve, lui, il a nié avoir organisé la rencontre. D'ailleurs, il a lui aussi fait une vidéo sur Instagram où il dit que Perkyo a fait ça pour l'argent et qu'il savait que 6ix9ine allait être là. Par la même occasion, il affirme que c'est même pas lui qui a organisé ça. Et il est tellement sûr de lui qu'il dit être prêt à payer $1 million s'il sort des messages où on voit que c'est bien Steve qui a organisé ça. Et pour se défendre, Perkyo va sortir des rushs d'enregistrement où on voit qu'il voulait vraiment pas faire cette rencontre par respect pour Lil Durk. With Durk and everything. I thought I was gonna do it with you and all that. Yeah, he has disrespected some of the members in Chicago, so I don't want to. Et on le comprend, c'est chaud de se mettre à dos le mec grâce à qui tu es connu en vrai. Donc en fait, qu'est-ce que tout ça nous a fait comprendre? Eh bien qu'en fait, c'est ni la faute de Steve ni la faute de Perkyo, c'est simplement 6ix9ine qui les a bernés tous les deux. 6ix9ine avait juste dit à Steve qu'il voulait faire une vidéo avec le faux Lil Durk pour en quelque sorte stopper le bif, et du coup Steve était plutôt chaud. Yeah, 'cause he's here. He's not, yeah, we're here. I don't know, maybe you wanna like squash the beef. He's a nice guy. L'équipe qui a contacté Perkyo a utilisé le nom de Steve plutôt que celui de 6ix9ine pour s'assurer qu'il allait venir. C'est pour ça que Perkyo pensait que c'était Steve qui avait organisé tout ça. Bref, après cet épisode, Perkyo et Steve ont compris qu'en fait c'était juste un gros malentendu, et Steve est donc allé s'excuser avec de l'argent auprès de Perkyo. Steve a ensuite déclaré qu'il allait s'éloigner de 6ix9ine, que c'était pas une bonne personne, mais en vrai ça a pas trop été le cas. C'est seulement après tout ce qu'on va t'expliquer maintenant que Steve a décidé de complètement couper les ponts avec le rappeur. En 2023, Steve a remarqué que 6ix9ine avait de gros soucis d'argent. Et en tant que bon pote, il a réussi à obtenir un contrat pour lui avec la plateforme Rumble. Le deal serait de 5 millions avec une avance de 2 millions. Et pour honorer ce contrat, 6ix9ine n'avait qu'une seule chose à faire. Il devait juste streamer 1 heure par semaine sur la plateforme. C'est tout. Mais après avoir eu l'avance et fait 3 ou 4 lives, il a complètement abandonné son engagement et n'a pas honoré le contrat. Le problème, c'est que Steve s'était porté garant auprès de Rumble, donc c'est auprès de lui que la plateforme est allée demander remboursement de l'avance, donc $2 millions. Depuis cet abandon de poste, 6ix9ine fait le fantôme auprès de Steve et se retrouve donc avec une dette de $2 millions envers le youtubeur. Et donc comme toute personne qui vient de se faire voler $2 millions, Steve il est pas très content. Et comme 6ix9ine ne revient pas vers lui, il décide de l'afficher sur les réseaux sociaux. Par exemple, il a révélé que 6ix9ine a une fille de 9 ans qu'il a abandonnée et laissée seule avec sa mère qui a des revenus modestes. Le tout en n'ayant donné que $20 000 à celle-ci sur 4 ans, donc $5 000 par an, alors qu'à côté il payait des trucs à plein de meufs random. What made me sad was she didn't have hot water for like 6 weeks or whatever. It's like, how can you be giving bitches money, doing this, doing that, and then your daughter don't have hot water? Et c'est pas tout, parce que après avoir révélé au monde que 6ix9ine est un père irresponsable, Steve a affiché toutes les dettes de 6ix9ine, et c'est là qu'on comprend qu'il est salement fauché. Il y a des vidéos des biens de 6ix9ine qui ont été enlevés comme ses voitures de luxe, et ça c'est pour payer une partie des $10 millions qu'il doit au fisc américain. Parmi ses autres dettes, on retrouve encore un autre $10 millions. Cet argent est un dédommagement qu'il doit à une femme pour avoir lancé une bouteille de champagne sur sa tête en boîte de nuit. On ajoute à ça les $2 millions qu'il doit à Steve, on arrive à minimum $22 millions de dettes. Minimum parce que ça se trouve il y a encore des choses qu'il doit mais que du coup le public n'est pas au courant. Pour un mec qui roulait sur l'or il y a encore quelques années, c'est une chute terrible. Pour essayer de renflouer un peu les caisses, il a demandé $1 million à une salle de muscu après s'être fait agresser dans les vestiaires il y a 2 ans. Mais dans ce noir complet, il y a une lumière qui s'est allumée. Le label Cartel Music lui a proposé un contrat de $1 million pour un album avec un cachet de $250 000 par concert. Les revenus estimés de ce contrat s'élèvent à plus de $6 millions. Cependant, il y avait une condition à respecter, ne pas se faire arrêter. Et devine quoi? Il se fait arrêter 2 mois plus tard pour violation de sa liberté conditionnelle. On sait plus quoi faire pour lui, il fait vraiment pas d'effort le poteau. Niveau musique, il a sorti Black Bold, un projet où il est revenu sur du rap plus agressif, mais personne n'est vraiment au courant je crois. Stupid, I'm not gonna let you get the chance. Voilà, c'était la chute d'un des phénomènes rap les plus controversés de ces 10 dernières années. Tu peux nous dire dans les commentaires ce que tu penses de la trajectoire de sa carrière, vraiment on lit tous les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu kiffes notre contenu, ça nous aide vraiment pour la visibilité. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Et surtout, on n'oublie pas, Restez scriptés les refs.